Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bienvenue à ce forum de la presse. 3 sujets seront débattus par nos 3 journalistes qui sont les invités de ce forum. Il s'agit des nouvelles dates des élections qui sont prévues en 2019, également du rapport de la FIDH et de l'AMDH qui souligne 500 morts en 7 mois, un rapport qui a été démenti par le gouvernement. Nous parlerons également du rapport de OCHA qui estime qu'il y a eu 198 civils tués suite à l'explosion d'engins depuis 2018 et des inondations qui ont fait au moins 70 700 sinistrés. Et nos invités sont Alexis Kalambri des Échos, Abdraman Keïta du Témoin et Bandjougou Danté de la radio Sania de Ségou. Je suis Mohamedou Touré et c'est parti. Le grand dialogue. Le premier sujet de ce forum de la presse sera bien sûr les nouvelles dates des élections. On annonce que les législatives sont prévues pour le mois de mai prochain, les élections des sénateurs en juillet et les communales en novembre 2019. Et il y a un référendum qui est prévu d'ici là. Alexis Kalambri, que pensez-vous de ces nouvelles dates d'élections prévues en 2019 ? Je pense sincèrement que c'est un peu la charrue avant le bœuf. Pour moi, il est urgent qu'on finisse et qu'on sorte de contentieux post-électoral, qu'il y ait une vraie négociation avec l'opposition qui ne reconnaît jusque pas là le président et les institutions, de sorte que on soit unis face à toutes les échéances à venir. Donc pour moi, on peut garder la date certainement, peut-être, mais l'urgence c'est vraiment de négocier. Et c'est des négociations politiques dont on ne peut pas faire l'économie. D'accord, Bandjougou Danté, l'opposition et certains acteurs de la société civile pensent que ces dates ne sont pas tenables. Bon, moi je pense que les dates sont annoncées, c'est l'expression d'une volonté. Et c'est des dates, à mon avis, qui sont des dates indicatives. Et ces dates, ce n'est pas seulement la date en tant que telle qu'il faut voir en tant que date, durée, temps, mais c'est plutôt l'affirmation d'une volonté politique de tenue de certains grands événements à venir. Bon, la date, à mon avis, c'est la volonté de dire que nous voulons organiser, mais dire que c'est des dates qui vont être respectées, c'est les événements qui vont décider de ça. Est-ce que le contexte y est, Abdraman Keïta ? Bon, le contexte, si, effectivement, c'est juste, je pense, pour épouser le contexte que cela est venu. Sinon, d'habitude, on connaît les dates à quelques encablures des élections, des échéances indiquées, et pour respecter un peu les dispositions constitutionnelles et légales qui disent que les dates des élections sont convoquées selon un... Conseil des ministres. Non, c'est selon la convocation du collège électoral. Là, comme vous le voyez, c'est avant les échéances légalement admises et qu'on a convoqué, on n'a pratiquement pas convoqué, mais on a annoncé. C'est pourquoi je rejoins d'ailleurs Bandjougou pour dire qu'en réalité, c'est la manifestation de bonne intention de ne pas demeurer dans l'irrégularité, puisqu'en réalité, les élections devraient normalement être organisées pour ce qui est des législatives tout au moins en décembre. Il y a eu une loi de prorogation compte tenu de la situation que nous vivons. Et donc c'est pour dire, envoyer le message comme quoi les autorités ne veulent pas se perpétuer et demeurer dans l'irrégularité. Donc on veut aller vite. Voilà. Certains pensent toujours que c'est dans l'irrégularité parce qu'ils estiment que ce n'est pas au ministère de l'administration, à travers un communiqué ou une rencontre, de fixer les dates, mais c'est au Conseil des ministres de fixer les dates. Les dates ne sont pas encore fixées. Les dates, par exemple, c'est de bonnes intentions. C'est le ministère de l'administration territoriale aussi a des concertations avec les partis politiques. Je pense que c'est de ces concertations-là que découlent ces dates-là, ces dates indicatives telles qu'il vient de le dire. Ce ne sont pas des dates arrêtées, ce sont les dates normalement d'organisation des élections sont convoquées conformément au collège et aux échéances indiquées dans la loi et au collège électoral. D'accord. Donc ce sont que de bonnes intentions. Voilà. Une des particularités, c'est le Sénat qui est annoncé. Est-ce que vous pensez qu'au jour où nous sommes, le Mali a besoin d'un Sénat ? Bon, en réalité, est-ce que le Sénat, là, dans
sa forme, le Sénat est constitutionnel. Moi, je crois que dire qu'on va organiser des élections sénatoriales alors que les dispositions qui doivent permettre cela, ces conditions ne sont pas encore réunies, ça sera un peu trop tôt. C'est comme si on connaissait déjà les résultats de tout ce qui doit se passer avant, à mon avis. Donc je crois que pendant longtemps, il avait été question d'ériger le Haut Conseil des collectivités en Sénat, et que c'est ces élus du Haut Conseil des collectivités qui ont encore un mandat indéterminé depuis combien de temps. Je crois que ce sera trop tôt de parler de Sénat à partir du moment où le mode électoral reste à définir. Le mode de désignation aussi reste encore à définir, à mon avis. Alexis, est-ce que vous pensez qu'on a besoin de... Si vous vous souvenez, il y a eu le débat au niveau de, disons, depuis 1991 sur l'opportunité d'un Sénat. Et unanimement, disons, le peuple réuni en constituante avait rejeté le Sénat au profit du Haut Conseil des collectivités. Et on a vu sous ATT tout le combat du président du Haut Conseil des collectivités pour se faire ériger en Sénat. Le débat n'a pas été clos à un certain moment, en ce sens que certains ont dit, puisque le Haut Conseil des collectivités est issu d'une émanation d'une volonté populaire issue de la conférence nationale, il aurait fallu, à la limite, qu'on convoque une nouvelle constituante d'une certaine façon pour pouvoir changer. Mais je pense que les politiques ont eu raison. En tout état de cause, on a besoin d'une seconde chambre et à la limite, j'aurais préféré la forme au Conseil des collectivités qui a plus d'adhérence aux réalités locales que le Sénat, surtout qui se présente comme une sorte de prébande pour satisfaire des politiques presque à la retraite. Justement, il y a un référendum qui est prévu avant la date de cette élection qui est prévue en juillet. C'est différent d'une rencontre comme ce qui a mis en place ce qui a proposé le Haut Conseil, qui a choisi le Haut Conseil plutôt que la forme sénatoriale. Donc, je pense que, à la limite, pour une sorte de parallélisme des formes, comme diraient les juristes, il aurait fallu qu'on retourne à une conférence nationale. Abdraman Keita, fixer les dates. Je pense qu'en réalité, ça ne se pose pas en termes d'opportunité, mais en termes d'impératif. Vous venez d'évoquer tout de suite le référendum. Le référendum est justement un impératif pour un peu harmoniser les engagements de l'État vis-à-vis des réformes institutionnelles contenues dans l'accord issu du processus d'Alger avec la réalité constitutionnelle du Mali. Donc on fait un référendum pour y introduire le Sénat, en fait, puisque le Sénat est un engagement de l'État. La deuxième chambre est un engagement de l'État. Donc ça se pose beaucoup plus en termes d'impératif et non pas d'opportunité. Que ce soit opportun ou pas, non. Il y a des engagements par rapport vis-à-vis des mouvements armés et des engagements consignés au niveau de la communauté internationale qui est en train de faire des pressions pour le Mali pour mettre en application, pour la mise en œuvre intégrale de l'accord conclu, et cet accord-là contient le Sénat, une deuxième chambre. Donc ça se pose en termes d'impératif et non pas d'opportunité. Mais fixer les dates des sénatoriales avant même la tenue du référendum. On fixe toutes ces dates, ce que je dis, c'est parce que l'État a aussi, je pense, un deadline par rapport aux engagements. L'État a un deadline. Si vous vous rappelez que la communauté internationale a tapé du poing sur la table, a donné 6 mois aux autorités. Et ils veulent, tout ce que vous avez vu, tout ce qu'ils ont fait, c'est dans le cadre... Oui, mais c'est quand même le peuple qui va décider s'il veut un Sénat ou pas. C'est pourquoi un référendum va être tenu. Mais fixer les dates des sénatoriales avant la tenue du référendum... Je ne pense pas que le peuple se soit opposé au Sénat quand il s'agissait de signer l'accord. Quand il a signé l'accord, il y a bel et bien une deuxième chambre là-bas, et c'est le Sénat. Tout le monde le sait que c'est le Sénat. Donc, je ne sais pas, les autorités qui se sont engagées vont faire en sorte que le peuple... Ils vont faire campagne dans ce sens pour que le peuple choisisse le Sénat.
Oui, non, tout se présente comme si, oui, la réalité est que c'est presque acté qu'il y aura le Sénat. Il s'agit juste de le faire peut-être passer dans l'ordonnancement judiciaire du Mali. Comme les deux l'ont dit au départ, je pense que le calendrier qui a été donné est indicatif. Peut-être que je me suis dit, ça a peut-être pour objectif de mettre la pression sur les acteurs politiques pour les négociations, parce que à la limite, il y a besoin d'une certaine union pour aller au référendum. Il a besoin que les hommes politiques, de quelque bord qu'ils soient, se parlent pour que, disons, on ait entente par rapport à des questions précises. Je pense que c'est peut-être pour toutes ces raisons qu'on a fixé les dates, mais au vu de la réalité, surtout que pour le moment, c'est des dates données par l'administration territoriale. Et à la limite, c'est normal. Maintenant, au vu de ce qui va se passer d'ici là, le Conseil des ministres va voir qu'est-ce qui doit venir avant quoi, ou qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qu'est-ce qu'il faut reporter. Moi, personnellement, je pense que les dates ne sont pas tenables. Mais il faut quand même montrer les bonnes intentions, comme il l'a dit, la bonne volonté, d'aller vite par rapport aux engagements de mettre en œuvre l'accord intégralement dans un temps imparti par la communauté internationale. Mais s'il y a des difficultés, ils vont discuter avec les parties de l'accord pour voir comment il faut les surmonter. S'il y a peut-être des rallonges à faire par rapport à ces échéances-là qui ont été fixées par la Convention, on le fera, des questions d'entente. Voilà. D'accord. Bandjougou, est-ce que vous pensez que le Mali a les moyens aujourd'hui de se payer un Sénat? Bon, honnêtement, moi je pense que est-ce que l'arsenal politique, même qui existe à l'heure actuelle, répond aux besoins de notre démocratie? Nous avons une assemblée à la limite qui ne fonctionne pas comme ça se doit. Maintenant, comment venir compliquer la vie avec un Sénat? Comme mon frère Keita l'a dit tout de suite, moi je crois que c'est vrai qu'il y a des engagements internationaux qui sont pris par l'État. C'est vrai qu'il y a des engagements qui sont pris par les parties signataires de l'accord, mais il faut tenir compte aussi de la réalité et de tenir compte également de la volonté du peuple qu'il ne faut pas violer. Je pense qu'à un moment donné, l'accord n'est pas un verset coranique qui doit s'appliquer obligatoirement, mais c'est le dialogue, le processus de paix là. C'est une continuité. Ça doit continuer et les gens doivent tenir compte aussi de la réalité qui doit prévaloir en échangeant, en discutant et en se mettant d'accord sur ce qui peut être l'acceptable. Donc je crois que mettre en place des institutions pour les mettre en place, c'est préparer encore une crise. Vous pensez que les dates sont difficilement tenables. Qu'est-ce qui va bloquer? Est-ce le contexte sécuritaire ou les moyens financiers? Il y a trois raisons qui peuvent constituer des goulots, parmi lesquels vous avez cité deux, à savoir le contexte sécuritaire, à savoir les moyens financiers, mais à cela, il faut ajouter le contexte politique. Comme je l'ai dit, il est indispensable, il est impératif qu'avant tout, qu'il y ait négociation, qu'il y ait dialogue entre les partis politiques de la majorité et de l'opposition. Parce que pour certaines de ces questions, il est important qu'il y ait au moins une union d'action. Mais oui, les législatives, je pense, ont été reportées. Parmi les raisons, il y a les raisons sécuritaires, puisque à ce jour, l'État n'est pas capable d'avoir une emprise sur la totalité du territoire, où il ne peut pas garantir les élections partout. Donc oui, ceci fait partie des raisons. Abdraman Keita, concernant les blocages aujourd'hui. Je pense que le blocage est à deux niveaux, comme vous l'avez si bien, c'est surtout le contexte sécuritaire. Et vraiment, l'organisation de la présidentielle a prouvé qu'en réalité, le contexte, si vous voulez, les conditions n'étaient pas réunies pour tenir réellement des joutes électorales sur l'étendue du et la preuve, c'est qu'en réalité, on continue encore dans les prolongations, on continue encore dans le troisième tour de contestation. S'il faut encore organiser d'autres joutes qui vont ajouter à ces contestations d'autres contestations, ce n'est pas, je pense que ce n'est tout simplement pas tenable. Ça aurait pu peut-être faire le lit même des conditions d'éclatement définitif du pays, ce que certains cherchent peut-être.
Voilà, donc le contexte sécuritaire s'y ajoute aussi, tel que vous l'avez dit, les moyens financiers. Et c'est avec beaucoup de gymnastique financière, je pense qu'on a pu organiser ce qu'on a pu voir la présidentielle. Et le pays continue encore d'en souffrir. Aujourd'hui, il y a eu des coupes budgétaires un peu partout. Le fonctionnement de l'État est bloqué à certains niveaux, puisqu'il y a eu une saignée financière pour organiser ces élections-là. Ça peut avoir aussi constitué un blocage. Donc, je ne sais pas, bon, pour les législatives, le blocage aussi réside également dans les engagements pris auprès des régions non opérationnelles. Donc il fallait opérationnaliser ces régions-là pour qu'eux aussi ils aient leur souveraineté législative, leur souveraineté politique et leur représentativité, en termes de représentativité, leur souveraineté en termes de représentativité au niveau des chambres de décision tel qu'il est prévu dans l'arsenal institutionnel du pays. Dialogue entre la classe politique. Vu l'évolution de la situation, est-ce que vous pensez que cette option est envisagée au niveau du gouvernement? Pendant longtemps, les gens parlent de dialogue entre la classe politique. Moi, je pense que le dialogue doit être la seconde phase. Je préfère le mot concertation. Il faut que les gens se concertent et que les gens comprennent qu'il y a urgence de s'entendre pour préserver l'essentiel, à savoir le pays. Et par rapport à ça, celui qui est le plus interpellé, c'est le premier responsable du pays, qui doit comprendre que la nature, les hommes l'ont investi d'un pouvoir qui fait de lui le numéro un. Et à ce titre, il doit travailler à faire en sorte qu'on puisse d'abord rassembler. Maintenant, une fois les rassemblements obtenus, le dialogue peut déboucher sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui peut être fait. Mais apparemment, on a le sentiment que c'est un rejet de part et d'autre. D'un côté, certains rejettent parce qu'ils sont considérés comme étant vaincus. De l'autre, ceux qui doivent rassembler jouent à l'arrogance. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, je pense qu'à certains niveaux, ce n'est pas un Premier ministre, ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un député, mais c'est le numéro un d'un pays qui doit jouer ce rôle numéro un. Et ce rôle numéro un consiste à se comporter en vrai chef de famille et à rassembler autour de lui, n'est-ce pas, l'ensemble des fils et filles de la nation. Il ne s'agit pas de dire que les intentions sont là. Non, il s'agit de descendre. Pas se rabaisser, mais de descendre sur terre pour faire la paix avec les enfants du pays. Et dans la paix, on se met d'accord sur ce qu'il faut. C'est là le dialogue vient. Mais il faut qu'on arrive d'abord à trouver l'élément unificateur qu'est la première institution de la République. Et c'est ça qu'il doit faire, à mon avis. Alexis, pensez-vous que les autorités envisagent ce dialogue que vous recommandez? J'espère. On a vu déjà un moment le Premier ministre qui a tenté, disons, une prise de contact. Ça n'a pas marché. On a vu les concertations régionales par rapport aux nouvelles régions en création. Ça n'a pas marché, mais déjà, au moins, il y a le fait que tout le monde est d'accord qu'il faut dialoguer, qu'il faut négocier et qu'il faut qu'on s'entende de part et d'autre. Je pense qu'il faut juste quelqu'un pour mettre tous en musique en s'entendant sur le postulat de base qui sont que un président a été élu, qu'il a prêté serment devant des institutions que personne ne conteste et qu'il a été installé. On fait avec ça et maintenant, à partir de là, qui peut faire quelle concession? Je pense que ça, c'est le plus important, mais il est indispensable qu'on discute. D'accord. Keïta, que pensez-vous de la prolongation du mandat des députés? Bon, la prolongation au moins, ça peut constituer un déclic, puisque quand vous voyez que la prolongation du mandat des députés a été votée, y compris par l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, alors que c'est une loi qui émane d'un pouvoir qu'ils disent ne pas reconnaître. Vous voyez, ça c'est déjà un déclic pour lancer le processus dont ils viennent de parler. Mais moi, je pense que le fossé s'est trop élargi entre les partis, quoi. Et le président de la République est en train de donner le temps au fossé de s'élargir au lieu de prendre les initiatives lui-même en main, puisque j'ai l'impression que les autorités ne veulent pas mendier leur légitimité auprès du camp d'en face.
Or, quand on est premier responsable d'un pays qui connaît les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'abord un pays qui n'existe pas, puisque nous n'existons que sur un tiers du territoire. Le reste n'est pas contrôlé par l'État. On doit se hisser au-dessus de ces contingences, pouvoir se hisser au-dessus de ces contingences et puis faire le pas vers les autres, ne serait-ce que pour qu'on se donne le temps et les outils et les instruments et qui te permettent de dépasser cette situation et cette menace de disparition que nous connaissons depuis quelque temps. Donc voilà ce que moi je pense. Bon, pour ce qui est de la prorogation des mandats, je pense qu'en réalité c'est quand même un arrangement. Il est vrai que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la Constitution, aussi, il faut être très rigide, mais il y a quand même aussi une jurisprudence en la matière, même si ce n'est pas le même contexte. En 2013, il y a eu une prorogation, parce qu'on était face à une situation, un imbroglio pratiquement de la même nature, qui compromettait la continuité des institutions. Il fallait dépasser cette histoire-là. Pourvu de ne pas demeurer là-dedans et de le considérer réellement comme une situation passagère, comme une situation de crise, une contingence du moment qu'il faut dépasser et non pas se perpétuer là-dedans. Je pense que ça est passé. Bon, déjà, ça, je pense que ça ne rencontre pas d'obstacle majeur, puisque si vous vous rappelez, d'ailleurs, la première demande de prorogation, pas de prorogation, mais peut-être de report des élections émane de l'opposition. C'est pour cela d'ailleurs que la prorogation dont ils disent, selon eux, est contre la Constitution, est passée comme lettre à la poste hier à l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, le report était déjà anticonstitutionnel. Si le report est anticonstitutionnel, la prorogation aussi, naturellement, l'est. Donc, si on peut s'arranger dans un pays, avoir un consensus autour de choses comme ça, on peut aussi l'avoir autour d'autres choses. Or, il le faut. Parce qu'il a vraiment besoin d'une dose de consensus. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est en train de trop politiser, de trop jouer sur le politique, alors que c'est le destin du pays qui est en jeu. D'accord. Nous allons aborder le deuxième sujet de ce forum de la presse, la situation sécuritaire, jugée inquiétante dans un rapport de la FIDH et l'AMDH, un document démenti par les autorités maliennes. Bandjougou Danté, que pensez-vous de ce rapport démenti par le gouvernement? Moi, je crois que la crédibilité d'une organisation internationale, surtout de défense des droits de l'homme, dépend de sa capacité à documenter les faits que l'organisation évoque. Donc je crois que je n'ai pas eu encore la chance de lire les rapports, mais je crois qu'une organisation comme la FIDH, quand cette organisation fait des accusations ou donne des informations, ça ne doit pas être des informations gratuites, ça doit être des informations documentées. Donc je crois que déjà, des informations sont données, un démenti est apporté. Donc pour le moment, si le démenti est apporté, c'est aux accusateurs d'apporter l'ensemble des éléments nécessaires. Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments matériels ou de moyens qui permettent de documenter les faits. Donc une fois les faits exposés, documentés, je pense que le démenti peut disparaître. Mais à l'absence de preuves et de documentation sérieuse, le démenti tient. Alexis, de plus en plus de rapports sont démentis. Que pensez-vous de ces informations? Moi, j'ai lu le rapport de la FDH et j'étais vraiment mal à l'aise parce que, à la limite, ils ont manqué de courage et pour moi, ils ont fait preuve de complaisance. Il y a comme une volonté d'accuser les deux parties pour se montrer impartial. À la limite, qu'est-ce qu'ils disent? Je parle comme ça. S'ils disent qu'il y a eu 100 violations, ils vont dire qu'il y a 2 qui sont du fait de l'État et les 98 des groupes armés. Et là, en conclusion, les 2 ont violé. Donc, je pense que ce qu'ils reprochent à l'État de façon documentée avant même le démenti, c'est tellement infime et ils en font une tonne comparé à l'autre, à la limite, avec une volonté de minorer qui fait que on ne peut pas, disons, ils feront difficilement la preuve de leur manque de complaisance et à la limite de leur
on sent beaucoup d'efforts d'équilibrisme dans le travail. Abdrahmane Keïta. Je pense que c'est le rôle aussi d'être équilibriste, parce qu'effectivement, c'est ça. En réalité, il faut être impartial. Il faut dire tout juste ce que chacun a fait. Et je pense qu'ils sont restés dans ce cadre-là. C'est leur rôle aussi. Que ce soit, même si c'est même si je pense que il y a eu les violations, les deux ont violé. Ça, c'est le communiqué. Le communiqué qui fait la synthèse du rapport dit il y a eu violation, les deux camps ont violé, c'est très grave. Mais quand vous partez au-delà de cela... Je ne connais pas de rapport dans un pays en conflit où ce n'est pas été dans la même tendance. Dans les pays en conflit du genre, tous les rapports ont tendance à accuser toutes les parties. Mais non. De tous les côtés. Et ce n'est pas... Moi, je pense que ce qui m'effarouche un peu plus dans ces histoires de rapports de FDH, c'est qu'on nous donne de l'écho et de la résonance que quand ça vient de FDH, vient de la MDH. Alors que parfois, ce sont des organisations qui tentent d'exister. Vous voyez, la MDH qui est, si vous voulez, la subdivision du FDH, parce que normalement, toutes les informations doivent remonter de la MDH, des associations nationales, pour arriver au niveau du FDH, a tendance à vouloir exister. Parce qu'il faut reconnaître que la MDH, depuis que le conflit a commencé, alors qu'il y a eu les pires atrocités dans cette zone-là depuis longtemps, il n'existait pas. Donc je pense qu'ils ont eu l'occasion de montrer leur présence, la réalité de leurs actions sur le terrain, et puis ils l'ont fait. Sinon, en réalité, les exactions dont on parle, les exécutions sommaires, et les disparitions forcées, les tortures sont monnaie courante dans cette zone-là depuis un certain temps. Et l'État ne peut pas dire que ça ne se passe pas là-bas, d'autant plus que l'État lui-même n'a pas d'emprise sur ces zones-là, n'a aucun contrôle sur ces zones. Quand l'État n'a pas de contrôle, ça devient une jungle. Et quand l'État n'a pas de contrôle sur cette zone, ça devient une jungle, d'autant plus que même des agents de l'État peuvent se livrer, ou bien directement, l'État par ses agents, ou bien par procuration, puisqu'en réalité, nous vivons aussi dans une situation où certains groupes armés font la guerre par procuration. Vous voyez, donc il ne faut pas exclure, c'est-à-dire la part des autorités ou bien des éléments incontrôlés de l'État dans les exactions. Et ça a toujours été le cas. En réalité, depuis longtemps, dans cette zone, il y a ce laisser-aller-là, faute de contrôle des autorités sur le territoire. Moi, personnellement, j'en connais. Et ça a été... on ne comptabilise pas. Sinon, en réalité, de temps en temps, les échos viennent de des éléments incontrôlés qui sont vengeux, par exemple, des insuccès qu'ils ont pu qu'on leur a infligés. L'État ne peut pas contrôler ça. Si les mouvements armés, les djihadistes, infligent une défaite à un contingent, c'est un exemple que je prends de l'armée, vous voyez que 2 jours après, ils retournent là-bas et se vengent sur les pauvres populations. Ça s'est déroulé, tout le monde sait que ça s'est déroulé. Je ne sais pas dans quelle proportion. Maintenant, les chiffres que donnent les FDH, je ne sais pas dans quelle proportion ces chiffres-là. Mais de temps en temps, les informations remontent sur des cas de ce genre. D'accord. C'est-à-dire, ce qu'il faut expliciter et ce qui fait qu'on ne peut pas cautionner le rapport, c'est le rapport tend à dire, et de façon explicite, les groupes armés font des exactions. Le gouvernement Si tu permets, ce n'est pas la première fois qu'un rapport... Il va juste terminer. Je vais vous donner... Il va juste terminer. Je vais quitter ce truc-là pour lui rappeler que la commission, la cellule chargée des droits de l'homme, au niveau de la MINUSMA aussi, a produit pratiquement le même genre de rapport. Non. Si vous vous rappelez? Non. Si, dernièrement... Il va expliquer. J'en viens. C'est-à-dire, le rapport dit que les groupes armés ont fait des exactions et l'armée malienne a fait des exactions. Ça, c'est faux. Et la MINUSMA aussi ne l'a jamais dit en ce sens. Il y a eu des militaires, souvent, qui se sont adonnés à des exactions et chaque fois que cela a été connu, a été sanctionné. De façon sévère ou complaisante, ça c'est un autre débat, mais sanctionné. Mais personne ne peut dire, et on ne devrait pas laisser dire, que l'État malien cautionne ou permet à ces troupes irrégulières de faire des exactions. Je pense que ça c'est faux et surtout c'est ce qu'on condamne dans le rapport qui tend
à vouloir faire passer dans l'opinion que des groupes armés l'ont fait. Quand ils disent que l'armée a commis des exactions, est-ce qu'ils disent forcément que l'État a Voilà, exactement, ils le disent. Ils le disent justement. C'est ça qui est à condamner dans le rapport. Ils ne disent pas que c'est des militaires incontrôlés. Est-ce que les militaires, ce que vous appelez comme sanctions, des militaires, qui est au courant de ces sanctions-là? Mais non, donc si on ne sanctionne pas des exactions dont on est au courant, c'est une forme de caution. Mais non. Ah oui, c'est une forme de caution. Dantier, que pensez-vous de ces exactions-là du côté de l'État? Monsieur Touré, pardonnez, je n'ai pas terminé. Le rapport ne parle pas seulement des exécutions sommaires, on parle aussi de disparitions forcées. Et ça, tout le monde sait qu'à longueur de journée, les gens disparaissent par la faute de la sécurité d'État. Et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et c'est vrai, tout le monde est au courant. L'administration l'a dénoncé dans ses rapports. Et là, il n'y a pas eu de démenti. Dante va donner son point de vue sur ces questions. Il n'y a pas eu de démenti. Les tortures qu'ils subissent pendant ces disparitions forcées. Vous aurez la parole tout de suite, M. Keita. Donc c'est toi, Jacques. À mon avis, on va revenir sur Oui, on va revenir sur cela. Vous aurez la parole tout de suite. Catégories. Oui, vous aurez l'occasion de parler de ces trois catégories tout de suite. D'exécution sommaire, de disparition forcée et de torture. D'accord. Je ne sais pas pour les exécutions sommaires, mais disparition forcée. Dès l'instant que nous sommes dans un contexte d'insécurité où l'absence de l'État peut donner droit à tout, il faut se méfier. Il faut se méfier parce que des gens peuvent agir parfois au nom de l'État, alors qu'ils ne le sont pas. Par contre, aujourd'hui, n'importe quelle personne, même si c'est un groupe armé anonyme, peut se procurer des tenues de l'armée pour agir, et on va dire que c'est les représentants de l'État. Donc je crois que la responsabilité de l'État, à mon avis, est surtout à situer là où il exerce pleinement son autorité. Mais à partir du moment où nous avons des forces étrangères et autres qui sont là, et malgré la présence de toutes ces forces internationales, MINUSMA, Barkhane, tout ce que vous en savez, dans ces parties incontrôlées, s'il y a encore des pertes en vies humaines, des disparitions, des exactions, alors il ne s'agit pas de cibler les groupes armés et l'État, il s'agit même de dénoncer également la responsabilité de l'ensemble des forces en présence, y compris les forces internationales. D'accord. Alexis, la FIDH et la MDH ont-elles un intérêt à donner de fausses informations dans le rapport? Pas de fausses informations. Je ne dis pas que c'est des informations qui sont fausses, je dis que c'est biaisé en ce sens que la manière dont elle est distillée ne permet pas de sérier et de faire la différence entre peut-être des militaires qui se sont adonnés et une politique nationale organisée allant dans le sens des exactions. Voilà, c'est ça, c'est exactement c'est le mot. Il n'y a pas une politique nationale qui institutionnalise une certaine violence et des exactions, comme on peut le lire dans le rapport d'une certaine façon. Et à la limite, et cette violence qui est institutionnalisée au niveau de ces groupes djihadistes-là. Donc, comparer les deux et les mettre au même niveau, c'est faire de la confusion. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que l'État doit faire, Abdrahmane Keita? Bon, l'État doit faire ce qu'il a promis, d'abord. Puisque quand le Premier ministre a été intronisé comme Premier ministre, il est parti au centre et il a dit qu'ils vont traquer les gens partout où ils sont pour régler ce problème. C'est pas ce qu'on a vu. Au lieu de quoi? On a rencontré quoi? Les exactions ont continué de plus belle. La FIDH dit dans ce rapport que 40% des attaques djihadistes sont concentrées mais c'est clair, au centre, effectivement. Et c'est là qu'on nous a promis, c'est de là-bas que les échos et puis les déclarations les plus solennelles sont parties. On va les traquer où qu'ils sont et puis les faire payer tout ce qu'ils veulent, les combattre là où ils sont. Au lieu de quoi, les milices ont continué de plus belle à s'affronter entre Peul et Donso. Jusqu'à présent, ça continue. L'État doit d'abord régler ses engagements. Et l'État doit, au plus vite, régler ce problème de son contrôle sur l'ensemble du territoire du Mali. C'est clair, il faut qu'il y ait vraiment le contrôle de l'État et la réalité de l'État sur l'ensemble du territoire du Mali. Sinon, il y a de l'injustice, il y a un non-droit. Nous sommes en train d'évoluer de plus en plus depuis 2013. De la prise du pouvoir d'Ibeka jusqu'à présent, c'est la même chose, ça ne bouge pas.
D'accord. Dante, est-ce que vous pensez que l'État est en train de faire de son mieux ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a même pas de mesures qui ont été prises face à cette situation? Bon, moi, je n'ai pas jugé si l'État est en train de faire de son mieux ou pas, mais de toute façon, ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe. Donc, son mieux est en deçà, ce qui est fait est en deçà de ce qui a été promis. Ce qui nous a été promis, c'est la paix. Ce qui nous a été promis, c'est la stabilité. Ce qui nous a été promis, c'est la réconciliation. Mais nous avons quand même l'impression que la situation s'est aggravée. Donc je ne peux pas dire que l'État fait de son mieux. Un État aurait dû faire mieux. L'État peut-il faire mieux? Ce qu'il faut reconnaître. Depuis un certain moment, oui, il y a énormément de formation des militaires sur les notions de droits de l'homme. Les militaires sont formés à la limite au quotidien aux notions de respect des droits de l'homme. Maintenant, sur le théâtre des opérations, s'il y a des exactions à la limite, et c'est certain qu'il y en a, s'il y a des sanctions de la part de l'État contre des militaires, peut-être qu'il faudrait le faire savoir. Voilà, qu'il faudrait peut-être le faire savoir de sorte à faire comprendre aux gens que l'être humain est humain en ce sens que face à certaines choses, tout le monde n'a pas les mêmes réactions malgré les formations, mais qu'il n'y a pas une volonté délibérée nationale. Alexis, ce que moi je veux dire par rapport à ça, je crois que moi je suis fondamentalement contre des sanctions exposées au niveau des forces armées et de sécurité. Parce que dans un pays en guerre, où les gens doivent faire face à des attaques djihadistes, où les gens doivent faire face à des bandits armés, où les gens doivent faire face à des attaques de toutes sortes, où on a une armée en reconstruction et essayer par un populisme pour prendre des sanctions à exhiber, je pense que ça peut démoraliser la troupe. À mon avis, certainement qu'il y a des sanctions qui sont prises, qui ne sont ni médiatisées ni connues, mais à l'interne, il y a des mouvements, il y a des actions qui se passent, qui n'ont pas besoin d'être, à mon avis, publiées aujourd'hui. Le monde militaire est véritablement différent du monde civil. Aujourd'hui, par exemple, si du côté de la population civile, il y a des actions qui se passent, on peut réprimer, on peut sanctionner, on peut médiatiser. Mais quand des soldats qui sont en train de se battre dans des conditions misérables ont les fusils en main, mais vivent aussi avec la peur et la hantise de se voir sanctionnés et de se voir exhibés encore comme étant criminels, je pense que ça c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. D'accord. Moi je pense tout le contraire. Une minute, oui. Si on les forme dans une situation comme ça, c'est juste pour qu'ils gardent leur sang-froid face aux situations que vous venez de décrire. Si malgré toutes les formations, tout l'argent qui est parti dans la formation des gens, non, dans la formation des soldats pour que vraiment ils ne violent pas les droits de l'homme, puisque l'armée, les actions de l'armée sont encadrées par un droit international. S'ils ne violent pas le droit international édicté en période de guerre ou bien en période de conflit, c'est pour ça qu'ils reçoivent des formations. On ne doit pas vraiment protéger ceux qui, au contraire, ceux qui violent les trucs comme ça, on doit montrer leur exemple, on doit montrer leurs sanctions en exemple aux autres, pour leur envoyer le message comme quoi se battre pour un pays ne veut pas dire massacrer des pauvres et des innocents. Voilà, puisqu'en réalité, très généralement, c'est comme ça que ça se passe. Il ne s'agit pas seulement... l'avis de Dante. Non, même si ça ne se dit pas dans le public, mais ça doit se dire au niveau de l'armée. Au niveau de l'armée, les gens doivent le savoir. En réalité, si tu te livres à certains comportements marginaux, à certaines dérives vis-à-vis des règles édictées, c'est ce qui t'attend. Ils doivent le savoir au niveau de l'armée. Je ne suis pas dans les secrets de l'armée, mais il y a des images, des publications que nous avons souvent vues sur les réseaux sociaux. Dans n'importe quel pays sérieux, cela ne doit rester impuni. Ça, c'est très clair. Maintenant, je pense que le milieu militaire, il a son langage, il a son fonctionnement. Les réseaux sociaux, il faut se méfier. Parce non, je ne parle pas en tout, il y a des images. Ensuite, moi, ce que je voudrais qu'on fasse en plus, les autorités doivent faire, je pense qu'il faut retirer son passe-droit à la sécurité d'État. Puisqu'il y a beaucoup de ces choses-là. Ça, c'est un autre débat. Ah non, ce n'est pas un autre débat, c'est la vérité. Puisque beaucoup de disparitions forcées se passent là-bas.
Vous avez tout dit, la sécurité d'État agit sur les raisons d'État et il n'y a pas de limite aux raisons d'État. Et ça, c'est le principe dans tous les pays du monde. Aux États-Unis, l'État organise des attentats. La raison d'État ne doit pas être un passe-droit. Je regrette, non, la raison d'État ne doit pas être un passe-droit. Ne doit permettre que des gens disparaissent, pendant longtemps, personne ne sait où est-ce qu'ils sont, ils subissent des tortures, sans même passer par les ramifications de la justice, de façon extrajudiciaire. Quand on pose des actes au nom de la raison d'État de façon extrajudiciaire, c'est de permettre de faire n'importe quoi avec les gens. Ça ne peut pas se passer et je ne suis pas le seul à le dénoncer. D'accord. Voilà. Il nous reste 4 minutes. On va parler du rapport d'OCHA selon lequel il y a eu 70 000 sinistrés suite aux inondations cette année en 2018. Abdraman Keïta, est-ce que vous pensez que la situation dépasse l'État? Effectivement, dans un État où l'État n'a pas de contrôle sur l'ensemble du territoire, puisque je connais des zones où il y a des sinistrés que l'État ne peut pas atteindre. Parce que c'est des zones inondées, c'est des zones les plus dangereuses, des zones qui ont été sanctuarisées par les terroristes. L'État ne peut pas les atteindre. C'est pour cela d'ailleurs que vous voyez que le nombre de sinistrés, ça augmente de façon exponentielle, parce qu'on ne peut même pas les venir en aide. Les zones les plus inondées sont les zones qui souffrent le plus. Tu prends par exemple la zone de Yuaru, c'est là-bas que je pense qu'il y a beaucoup plus de... Il y a Yuaru, il y a Kouro dans la région de Sikasso. Voilà, effectivement, ce sont des zones dangereuses où l'État n'a pas la plénitude de son autorité sur ces zones-là et il ne peut pas venir en aide, ça augmente le nombre de sinistrés. Donc je suis d'accord que ça dépasse l'État. Même en temps normal, il est difficile pour l'État de faire face. Surtout cette année, nous avons connu une saison pluvieuse vraiment abondante. Ça couplé au fait que certains déjà n'ont pas pu aller du fait de l'insécurité à leur champ et que le peu qu'il y a eu a souvent été détruit par la pluie. Oui, je pense que c'est peut-être aussi le rôle de OCHA et de toutes ces organisations humanitaires d'épauler l'État, mais l'État seul ne peut pas, d'abord pour les raisons de sécurité avancées par Abdraman, mais ensuite pour même une sorte de capacité financière. D'accord. Dante, ce qui est dénoncé au niveau des populations, souvent, c'est l'occupation du passage de l'eau. Mais est-ce que ce n'est pas les autorités, surtout au niveau local, les municipalités qui autorisent ces mêmes populations à s'installer? Bon, en réalité, en ce qui concerne les victimes des inondations, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être accusées. D'abord, c'est vrai, il y a la responsabilité des autorités municipales, mais moi, je retiens fondamentalement le comportement des populations. Et c'est vrai que dans les zones rurales, on ne parlera pas de caniveaux, il y a des phénomènes naturels qui peuvent engendrer beaucoup d'eau et peuvent entraîner des conséquences incalculables. Mais dans les centres urbains, par exemple, quand les populations attendent les pluies pour déverser dans les caniveaux les ordures, là, ça ne va pas. Quand les gens vont construire dans le lit des marigots, là, même si une autorité municipale t'autorise à aller construire dans le lit des marigots, mais il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Donc, je pense que chacun, à son niveau, doit d'abord faire en sorte qu'on puisse assainir les quartiers, qu'on puisse protéger les voies d'écoulement de l'eau. Et sans ça, l'État ne viendra jamais balayer devant la porte de quelqu'un. Alexis, si on laisse les gens s'installer, faire ce qu'ils veulent, il y aura toujours certains qui vont vouloir faire ce qui est interdit. Alors, est-ce que ce n'est pas des sanctions qui peuvent être la solution? Pas les sanctions forcément. Il faut juste une application de la loi. Normalement, la loi au Mali dit on ne doit pas donner une parcelle sans viabilisation. Et c'est la municipalité qui doit viabiliser. Et les frais qu'on prend pour avoir une parcelle sont des frais destinés à la viabilisation. Donc, à la limite, en installant quelqu'un sur une parcelle viabilisée, c'est-à-dire où il y a les caniveaux, où il y a l'adduction, il y a l'eau, l'électricité, ça nous permet d'éviter déjà
des inondations et l'État ne va pas installer des gens dans le lit du marigot de façon officielle. Ainsi, ils se mettraient en porte-à-faux avec la loi. Donc, vraiment qu'on soit rigoureux dans l'application de nos propres textes. D'accord. Abdraman Keïta, une des solutions recommandées par certains observateurs, c'est la sensibilisation pour mieux impliquer les populations. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la situation, il ne faudrait pas remettre en cause les moyens de communication, notamment le français? Effectivement, les gens doivent être sensibilisés. Je pense qu'en réalité, des gens, ils doivent être sensibilisés. Je ne suis pas contre qu'ils soient sensibilisés. Mais moi, je suis sûr que même si on les sensibilisait, les gens qui vivent dans l'informel, qui vivent le jour au jour, qui ont tout juste envie de quelque part où s'installer et mener leur activité, qui ne peuvent pas vraiment observer toutes ces formalités-là et autres. Et puis ils évoluent dans une situation où il n'y a pas d'art. Pour qu'informer et sensibiliser, il faut qu'il y ait aussi l'information. Parfois l'information même manque, parce que vous savez, nous sommes dans un pays de dérèglement climatique, où il peut y avoir 5 années de disette pluviométrique, et 6e année, ça déclenche, on le contrôle. Ça a été le cas cette année. Il y a eu des pluies dans des proportions inattendues et très surprenantes qui sont venues bouleverser tous les plans des gens. Donc, il faut qu'il y ait toutes ces informations-là. Il faut qu'on ait vraiment un système météorologique assez fiable pour savoir dans l'année ou bien dans 2 ans ou dans 3 années, il y aura des perturbations. Pour mieux prévenir ces questions. Voilà, merci à nos invités, Bandjougou Danté de la radio Sania de Ségou, Abdraman Keïta du journal Le Témoin et Alexis Kalambri du journal Les Échos. Débat à la réalisation Studio Tamani, mise en onde assurée par Mamadou Ouattara. À la régie vidéo Mamadi Keïta, je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un prochain forum de la presse. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.